Chers amis, bonjour. Nous avons l'honneur déjà d'inaugurer un plateau de télé de EDTV avec Richard Richtempête, le manager général. Et nous avons également la joie d'accueillir sur ce plateau deux de nos compatriotes qui sont des candidats ici en Belgique au niveau des élections régionales et européennes. Donc nous disons bonjour à Seba. Bonjour Seba. Bonjour Damien. Bonjour Laurent. Bonjour Damien. Ok, donc là, nous, on se voit là, c'est pour essayer un peu de discuter, d'échanger sur vos candidatures au niveau de la régionale pour ce qui concerne Seba, et puis au niveau européen pour ce qui concerne Laurent. Mais la première chose, moi j'avais comme souhaité que vous puissiez un peu parler de vous-même, hein, c'est-à-dire que Seba, on va commencer par toi, tu es qui, voilà, qu'est-ce que les gens peuvent retenir de ce que tu es? En gros, je suis Seba, le nom de famille c'est Andy Béché. Je suis universitaire, donc j'ai fait mes études ici en Belgique, à l'ULB et à l'UCL. Donc je suis formé en sciences politiques et études européennes. Et on va dire politiquement, je suis libéral. Libéral, ça ne veut pas dire le mouvement réformateur, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser. Donc je suis libéral dans le sens que je crois en l'homme, en l'être humain. Je crois que ce n'est pas l'État, ce n'est pas la responsabilité de l'État de créer, d'entreprendre, de créer la richesse. Ce sont des opérateurs privés qui doivent le faire. Je crois aussi à des valeurs comme la responsabilité individuelle. Donc je crois aux valeurs effort, travail, rigueur. Donc c'est un peu ces éléments-là qui me caractérisent. Donc je suis candidat aux élections régionales à Bruxelles. Et donc, pour le compte de la NVA, donc un parti, on va dire, et vous le connaissez vous tous, c'est un parti qui n'a jamais été au pouvoir au niveau fédéral, mais qui, aujourd'hui, souhaite prendre toutes ses responsabilités au cas où l'électeur lui en donne la possibilité. Mais on va y arriver, hein, on parlera des détails sur le choix que vous faites par rapport à l'NVA. Là, on avait voulu savoir un peu plus hein, sur ta personne, sur ce que tu es. Et voilà, donc ce sera maintenant à Laurent de nous dire un peu, plus ou moins, ce qu'il est, ton CV, plus ou moins. Je suis Laurent Mutambaï, fils de Jean-Paul Tumbakachinga et de Marie-Jeanne Mujinga, toutes deux décédées au pays. Et mon père était juge de carrière et initiateur du principal syndicat des magistrats à l'époque, le Cinamaz, est devenu aujourd'hui le Cinamac. Je suis engagé en politique, beaucoup plus la politique congolaise depuis bientôt 10 ans. Et j'ai commencé par l'UNADEC à l'époque, qui a éclaté et a donné vie au PDC, le Parti démocrate chrétien, qui est donc au Congo, qui était dirigé à l'époque par José Ndundo. Et nous étions en 2005-2006 dans la logique du tout sauf Kabila. Et entre les deux premiers tours, le PDC a rejoint la majorité présidentielle et j'ai donc suivi mon parti, le PDC à l'époque, espérant que le parti pouvait opérer un changement de l'intérieur du système, c'est-à-dire de l'intérieur de la majorité présidentielle. Et pendant 4 à 5 ans que j'ai eu à présider la représentation du Parti démocrate chrétien ici dans le Benelux, je n'ai rien vu arriver de tout cela. Donc en 2010-2011, j'ai démissionné de mes responsabilités de représentant du Parti démocrate chrétien dans le Benelux pour retrouver ma liberté d'action, ma liberté d'opinion et ainsi rejoindre les rangs de l'opposition politique congolaise ici en Europe. Et c'est dans ce cadre-là que je m'étais retrouvé dans la dynamique Tshisekedi président animé par Martin Fayulu au Congo, et dont une branche avait été créée ici en Belgique, dans le Benelux notamment. Et là, je me suis beaucoup impliqué pour le compte de l'opposition et certains ont eu à me voir au devant de la scène dans ce cadre-là. Et pour ce qui est de ma formation, je suis juriste d'entreprise et j'ai fait mes études de droit commencé à l'université de Kinshasa et que j'ai reprise à zéro aux Pays-Bas, et je les ai également achevées aux Pays-Bas, et ainsi qu'une partie faite aux États-Unis. Et je travaille donc ici en Belgique, j'opère ici en Belgique comme juriste d'entreprise et je me retrouve aujourd'hui candidat aux élections européennes sur la liste de la NVA en qualité, donc j'occupe la position de 6e suppléant. Et sans pouvoir me tromper, je pense être l'unique candidat masculin d'origine l'Afrique noire ou subsaharienne. Oui, effectivement, ça s'étonne un peu hein, qu'on trouve des candidats déjà d'origine africaine sur les listes de la NVA. La NVA aujourd'hui en Belgique
déjà dans les milieux belges eux-mêmes, est un peu marginalisé. On a l'impression que c'est le parti qui veut amener la division, qui veut scinder la Belgique. Et d'autre part, dans des milieux des personnes d'origine étrangère, on a l'impression que c'est un parti qui est très raciste. Il y a beaucoup de racisme, de discrimination développée par ce parti. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi cet aspect par rapport à l'immigration. C'est un parti qui n'encourage pas, qui ne facilite pas non seulement l'intégration, mais aussi l'immigration des personnes d'origine étrangère. Alors ma question, c'est de savoir pourquoi le choix de la NVA. On commence par Laurent. Cher Damien, je suis dans l'obligation de préciser que je suis en contact avec la NVA depuis bientôt 4 ans. Et les contacts se sont établis dans le cadre des actions que nous menions à l'époque pour essayer de corriger le processus électoral chaotique que nous avons connu lors des élections présidentielles et législatives au Congo. Et c'est en ce moment-là que nous avons trouvé dans le paysage politique belge, j'oserais dire, le seul parti qui s'est montré attentif à notre discours, à notre démarche. Ils étaient à l'écoute et ils ont pris l'engagement de nous accompagner dans notre combat pour la démocratie, parce qu'ils se trouvaient eux-mêmes aussi ici en Belgique victimes d'un déni de démocratie, puisqu'ils étaient en train de mener le même combat pour la démocratie. Ils avaient gagné les élections, mais par le jeu des apparentements politiques, ils se sont retrouvés dans l'impossibilité de pouvoir diriger le gouvernement en Belgique. Parce qu'on sait qu'en démocratie occidentale, qui prend l'initiative de formation du gouvernement, qui gouverne le pays, c'est le parti qui a gagné les élections. Mais la Belgique a la particularité de hisser au gouvernement au pouvoir des personnes ou des partis qui n'ont pas gagné les élections et faire en sorte que celui qui a gagné les élections se trouve dans l'opposition. Mais je crois que la fois passée, c'était plutôt le parti NVA qui semblait, n'est-ce pas, un peu empêcher ou gangréner un peu la machine. Il ne bloquait pas la machine. Il faut reconnaître que la NVA était en cartel à l'époque avec le CNV. La NVA est un parti d'engagement, a pris un engagement vis-à-vis de son électorat. Et dans l'accord du gouvernement tel qu'il était en train de se négocier, le programme électoral de la NVA était en train de se diluer. Donc il était pour la NVA, il était hors de question d'aller faire de la figuration au gouvernement fédéral. Et les autres partenaires n'ont pas voulu tenir compte du cahier des charges de la NVA. Et dans ces conditions, la participation de la NVA au gouvernement fédéral était compromise, non pas par la faute de la NVA. Ok, est-ce que Séva partage le même avis? Je vais reprendre un en un les éléments de ta question. Je commence par la NVA, parti raciste ou... je ne pense pas. Je crois que la NVA, c'est tout d'abord un parti démocratique. Et ce sont d'ailleurs les mandataires d'autres partis qui les disent en coulisses. Ils le reconnaissent. Ça veut dire que c'est un parti démocratique, un parti du pouvoir au sens d'un parti qui veut gouverner, qui veut aller au pouvoir. Et comme Laurent l'a dit, il y a des circonstances qui ont fait que la NVA n'a pas pu être au pouvoir. Et donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, l'immigration. C'est une question récurrente. On entend parler, et d'ailleurs nos adversaires politiques le disent, la NVA n'est pas contre l'immigration. Le programme est clair là-dessus. Ce que nous voulons, c'est une immigration qui est contrôlée, une immigration qui est responsable. Les gens peuvent venir, les gens peuvent appartenir à cette société, à cette communauté, du moment que les gens respectent et acceptent les règles du jeu. Et donc je vais aller au troisième élément de votre question. La NVA a refusé ou a bloqué la machine par rapport aux élections de 2009. Non, Laurent vient de le souligner très très bien. La NVA veut absolument aller au pouvoir, mais évidemment pas à n'importe quelle condition. Si la NVA ne peut pas concrétiser en tout cas une bonne partie des éléments de son programme, ça ne sert à rien. Il ne faut pas le pouvoir pour le pouvoir comme le font les autres partis. Les partis traditionnels, je pense qu'il faut le pouvoir pour pouvoir en faire quelque chose, mais pas seulement pour avoir le pouvoir, comme nous le voyons aujourd'hui, et créer un système, je le dis d'ailleurs, dans pas mal d'occasions quand j'en ai la possibilité. Nous avons des partis traditionnels qui ont installé en place un système. On peut même d'ailleurs faire référence à l'ancienne Russie, où on parlait de la nomenclatura. C'est de ça qu'il est question, c'est des gens qui sont là, au pouvoir, qui ne veulent pas du tout et pour rien au monde que les choses changent. Et nous, et la NVA, nous venons avec un programme de changement, nous proposons un contrat de changement et des responsabilités. Oui, mais est-ce qu'on peut penser qu'il n'y a que la NVA qui présente un programme aussi efficient, aussi fiable? Qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, en comparaison avec ce que propose le SPA, par exemple? Je pense que nous n'avons pas trop d'éléments en commun avec le SPA, qui est un parti de gauche. Donc nous sommes un parti de droite, un parti
avec une politique socio-économique libérale. Ça veut dire, nous prenons par exemple une baisse des charges qui pèsent sur le travail, de sorte à pouvoir permettre aux employeurs de créer des emplois. Et donc ça, c'est par exemple un élément de différence. Et évidemment sur l'immigration, parce que cette question, elle est partout, hein, mine de rien, elle est partout. La NVA, je crois, à mon avis, prend une politique d'ouverture sans limite par rapport à l'immigration, mais nous voulons une immigration responsable. Ça veut dire que les gens qui viennent ici en Belgique doivent pouvoir être accueillis dans les meilleures conditions. Les enfants doivent pouvoir accéder à un enseignement de qualité. Les gens doivent pouvoir accéder à un logement décent. Et ces éléments-là, vous ne pouvez pas les réaliser du moment que vous ouvrez grandement votre porte. Mais moi, je voudrais plutôt qu'on parle de votre électorat aussi. Hein. C'est-à-dire que votre électorat est essentiellement composé des personnes d'origine congolaise. Laurent, je crois que tu as aussi commencé déjà à marcher, à faire ta campagne et consorts. Mais quelles sont les préoccupations que tu as pu trouver dans le cœur des Congolais? Quelles sont leurs préoccupations? Et de quelle façon penses-tu, par exemple, que tu pourrais amener une réponse à ces préoccupations en étant évidemment élu au niveau européen? Voilà, permets-moi, Dani, avec ton autorisation, de revenir sur la question précédente liée au racisme dont on taxe la NVA et à sa politique en matière d'immigration, parce que j'aimerais ajouter quelques éléments de réponse à ce qu'a donné Seva tout à l'heure. S'agissant de racisme, il est curieux de voir que cette attaque soit menée contre la NVA, et encore plus curieux quand ce sont des personnes issues de la diversité et de l'immigration qui véhiculent elles-mêmes ces attaques. Et nous en voulons, nous, pour preuve, c'est notre participation à nous, à Seva, à moi, à ces élections, comme étant des représentants de la diversité, pour marquer effectivement que la NVA est un parti d'ouverture. La NVA n'est pas contre la diversité, bien au contraire, la NVA veut promouvoir la diversité. Et nous ne sommes pas les seuls, dans tout le parti, il n'y a pas que deux personnes qui représentent la diversité. Il y a par exemple une consoeur africaine d'origine angolaise qui est aussi candidate à ces élections. Il y a par exemple dans la ville de Londerzel, la bourgmestre qui est la première bourgmestre d'origine marocaine. Alors, dites-nous, de tous ceux qui nous attaquent de racisme, combien de nos adversaires ont mis à la tête des villes qu'ils dirigent des personnes issues de la diversité? Donc nous disons par rapport à cela que c'est des attaques au bas de la ceinture et nous n'y accordons pas beaucoup d'importance. Quant au second élément lié à l'immigration, nous disons une chose au niveau de la NVA. Nous optons pour l'immigration, mais le pays doit fonctionner correctement. Et l'immigré qui arrive ici doit être accueilli dès l'instant zéro jusqu'à son épanouissement, jusqu'à son niveau d'autonomie. Et la réalité démontre que les chances d'épanouissement des personnes qui arrivent dépendent de leur niveau de qualification. C'est ainsi que pour corriger les effets pervers dont nous sommes tous d'accord, les effets pervers de l'immigration telle qu'elle a été pratiquée jusqu'à ces jours, et la NVA veut y apporter une correction en mettant en avant le projet de migration sélective, comme c'est le cas aux États-Unis, comme c'est le cas au Canada. Comme ça, les personnes qui ont déjà un bagage intéressant, utile pour eux-mêmes, pour leur épanouissement personnel, et utile aussi pour le pays d'accueil, qui en l'occurrence sera la Belgique, seront des accueillis dès l'instant zéro. Oui, mais vous ne trouvez pas que là, c'est même ça la discrimination? Parce que si au départ déjà, vous mettez beaucoup plus d'attention, d'accent sur des personnes qui au départ ont un certain bagage, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus de facilité d'intégration. Mais que faire alors ces gens qui viennent, d'ailleurs, vous savez, s'il faut parler que un peu des communautés congolaises, vous savez déjà, les gens qui viennent du Congo, quel est le taux d'éducation, le taux d'éducation au niveau du Congo, c'est-à-dire que l'accès à la formation au Congo, l'accès à la scolarité, déjà au Congo est très bas, le taux est très bas, c'est en deçà de 50%. Donc la majorité des personnes qui viennent n'ont pas un bagage tel que vous le souhaitez. Mais maintenant, pour ce type de personnes qui n'ont rien, ces gens-là ne sont pas des hommes parce qu'ils n'ont pas de bagage et qu'il n'y a rien à faire avec eux, ou il faut seulement se baser sur ceux qui ont des parents bagage et qui, finalement, selon vous, présentent les facilités d'intégration et qui sont acceptables. Okay. On ne dit pas dans notre programme que nous attendons uniquement des universitaires, mais des gens qui ont un bagage certain.
Ça peut être des gens qui ont une qualification en matière professionnelle, qui n'ont pas fait l'université mais qui ont une qualification. Parce que sur le terrain, que constate-t-on? Parce que quand on arrive ici, il faut pouvoir s'intégrer, il faut pouvoir s'épanouir, faire un travail. Mais quand au départ, le seuil est très bas, les personnes qui arrivent ici sont beaucoup plus en difficulté et ne s'épanouissent pas elles-mêmes. Et nous sommes en Flandre. Et un épanouissement en Flandre commence par la connaissance, l'apprentissage de la langue. Et ces personnes n'apprennent pas la langue, soit parce qu'elles ne veulent pas, soit pour d'autres raisons. Et c'est déjà le premier élément d'obstacle, le premier obstacle qui peut être considéré comme le premier élément d'échec dans la construction, dans la réalisation du projet d'épanouissement personnel de la paix de l'individu. Et en bout de compte, on se rend compte que la société ne gagne pas beaucoup, et la personne elle-même ne gagne pas beaucoup, c'est des frustrations de part et d'autre, et c'est ce que nous avons connu jusqu'à ces jours. Et on se retrouve avec un problème sur la table qu'il faut créer, et qu'il faut résoudre. Et nous apportons cet élément d'information, cet élément cette piste de solution, que pour l'avenir, on préfère des personnes qui présentent, qui ont un potentiel de s'établir, de se qualifier s'ils ont besoin d'une qualification personnelle et de s'épanouir professionnellement. En d'autres termes, c'est des personnes qui doivent manifester une disposition, déjà eux-mêmes, de pouvoir s'intégrer. C'est ça que tu veux dire? Absolument, nous disons quoi? Voilà. Nous voulons récompenser l'effort. Nous avons tenu un congrès de la NVA, et il y a 5 éléments moteurs qui ont été retenus dans le cadre de cette campagne, c'est l'effort. Il y a des droits, il y a des obligations, mais on veut en premier lieu récompenser ceux qui font des efforts. Ceux qui font des efforts, ils ont leur place dans notre projet. Et c'est le cas aux États-Unis déjà. C'est le cas en France, plutôt au Canada. C'est le cas en Australie, je pense, et en Angleterre aussi, je pense. Il y a beaucoup de programmes similaires ici en Belgique, ici en Europe par exemple. Donc ce n'est pas mauvais d'envisager cette piste comme solution au raté de l'immigration. Ok, comme on a très peu de temps, je viens chez Seva, mais je reviens sur ma question, c'est pour qu'on ne puisse pas passer beaucoup de temps sur cette question. Je crois qu'on aura une opportunité encore d'aller dans les détails. Je reviens sur la question en rapport avec l'électorat. Les personnes qui sont déjà prédisposées à vous élire, c'est essentiellement les Congolais, les personnes d'origine congolaise. Mais vous êtes allé sur le terrain, vous les avez rencontrés. Quels sont les problèmes que vous avez identifiés de manière précise et comment est-ce que vous préconisez ou vous prévoyez donner une réponse à ces problèmes dans le cas où évidemment vous êtes élu? Avant de répondre à la question, je reviens également sur cette histoire de racisme. Ah non, on en a déjà parlé beaucoup. Très rapidement. On a parlé suffisamment. Non, très rapidement. Pour gagner du temps. Je veux juste préciser que c'est un faux débat. En fait, on élude les vraies questions en venant avec cette question-là. Il n'y a pas un parti qui soit plus raciste que... ou il n'y a pas un groupe social qui soit plus raciste que d'autres groupes sociaux. Voilà, et j'en termine par là. Okay. Alors, donc, en ce qui concerne l'électorat, moi, j'ai travaillé sur le terrain pendant 10 ans dans l'associatif. Mon électorat, évidemment, on va dire à 70% est fait, et évidemment, je ne me trompe pas là-dessus, est fait des populations d'origine africaine subsaharienne. Mais il est vrai qu'il y a une bonne partie des Belges blancs qui nous suivent, qui sont d'accord avec nous. Mais principalement, en ce qui concerne notre électorat, donc l'électorat congolais, les problèmes sont connus. Il y a par exemple le problème de formation chez les jeunes. Ces jeunes-là sont livrés à eux-mêmes. Aucune perspective, aucune ambition, aucun projet. Voilà, ça c'est un premier problème. Deuxième problème, nous avons par exemple des jeunes filles ados qui se retrouvent enceintes précocement. Il n'y a aucune prise en charge pour ces personnes-là, de sorte à pouvoir par exemple envisager par la suite un projet d'avenir. Alors on peut aller sur par exemple la question qui concerne nos aînés, ceux qui vieillissent, ceux de notre origine qui vieillissent ici. Quel est le projet? Qu'est-ce qu'on prépare pour eux? Alors je peux terminer aussi par exemple avec la question de l'esprit d'entreprise dans notre communauté. Il n'y a pas d'esprit d'entreprise dans notre communauté et nous devons travailler sur ça, nous devons susciter ce genre de vocation. De quelle façon par exemple? Ça c'est une question assez, c'est quelque chose de très important. De quelle manière pratique pensez-vous stimuler ou motiver vraiment nos jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat? Mais moi je pense qu'il faut d'abord s'intéresser à ces jeunes. Moi je les rencontre quasi chaque semaine. Parce que si vous ne les rencontrez pas, vous n'allez jamais connaître leurs problèmes. Il faut les rencontrer, il faut discuter avec eux, il faut partager un verre avec eux. Et de cette façon-là, de fil en aiguille, vous arrivez à cerner leurs vrais problèmes. Et donc,
moi j'encourage les jeunes à oser. Donc pendant toutes les discussions que j'ai eues avec les jeunes, je leur ai dit une chose, j'ai dit, moi je ne viens pas ici pour réfléchir à votre place, vous réfléchissez, mettez en place un projet. Moi mon rôle sera de vous aider à obtenir le financement de votre projet. Je ne veux pas commencer à réfléchir à votre place. Je prône la responsabilité individuelle, les gens doivent être responsables et se prendre en charge. Et ça, notre communauté en a besoin. Nous devons nous prendre en charge. Si on ne le fait pas, nous n'aurons pas l'émancipation dont nous avons besoin et à la fin la réhabilitation parce que nous avons besoin que notre communauté congolaise soit réhabilitée dans ce pays à qui nous avons tant donné. Ok, alors avant de passer à la question sur le Congo, moi je reviens encore chez Laurent avec la même question, hein, c'est-à-dire par rapport, Séba nous a cité plus ou moins, selon lui, les besoins qu'il a rencontrés sur le terrain. Je ne sais pas si tu as eu à rencontrer d'autres problèmes en dehors de ceux évoqués par Séba. Bien entendu, j'ai fait la ronde de quelques villes du royaume, notamment en Flandre et dans une certaine mesure sur Bruxelles. Donc je suis de plus en plus au courant grâce à ces élections notamment, des problèmes auxquels sont confrontées ma communauté. Il y a le problème de logement, d'accès aux logements sociaux à Anvers. Et je me rends compte, quand je me rends à l'Ost, là ils ont d'autres types de problèmes. Des contrôles qui jugent à la limite discriminatoire, une certaine radicalisation des positions de ceux qui dirigent la ville. Il y a ce genre de problème. À Bruxelles, je rencontre par exemple des entrepreneurs d'origine africaine en général et en particulier d'origine congolaise qui sont confrontés justement à beaucoup de difficultés dans l'organisation de leur travail, dans la gestion de leur entreprise. Ils ne savent plus tenir le coup. Et globalement, face à ces différents types de problèmes qui demandent aussi différents types de solutions. Et globalement, c'est que le discours que j'ai tenu à toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est de commencer à nous organiser, de commencer à nous comporter comme citoyens, parce qu'un citoyen doit savoir qu'il a des droits. En dehors des obligations, c'est pas que de voter, il a des droits, et qu'il est finalement le détenteur du pouvoir. Quand on va aux élections, on donne un pouvoir provisoirement à une personne qui va la gérer en bon père de famille et à laquelle on doit demander des comptes. Donc quand ils ont ces genres de problèmes, ils doivent nous tenir, nous les politiques, à l'œil. Et la manière de nous mettre au courant de leurs problèmes, de nous tenir, d'attendre des solutions de notre part, c'est de nous tenir au courant de leurs problèmes en maintenant les contacts. Et c'est ce que j'ai fait quand les contacts ont été établis et j'ai découvert les problèmes. Je leur ai suggéré une chose, c'est de nous rassembler, de créer des synergies. Déjà des rassemblements de contacts pour qu'il y ait la sensibilisation, pour que l'information circule. Ceux qui sont confrontés à des problèmes, qu'ils remontent les informations. Et moi, à mon niveau, j'en confère avec mon parti. Au niveau de mon parti, on voit quel type de réponse apporter à ces genres de problèmes. Et au niveau du parti, on organise aussi des rencontres, des échanges avec les personnes et les problèmes auxquels ils sont rencontrés, que ce ne soient pas des solutions imposées d'en haut, mais plutôt des solutions concertées. C'est ce que je préconisais comme solution par rapport au problème de logement et par rapport au problème des contrôles un peu excessifs à l'Ost. Je dis, restez en dehors et continuer à cette plainte, c'est-à-dire qu'on restera toujours dans le rôle de la victime ou de la victimisation. Et nous avons aujourd'hui l'obligation ou l'opportunité en or de sortir de ce rôle de victime ou de victimisation et de prendre finalement en main notre destin et devenir des acteurs de notre vie. Et c'est là que je m'insurge contre les amis qui mènent une campagne dans notre communauté en disant attention avec ceux-là, s'ils prennent le pouvoir, ils vont mettre fin au Mangoya, ils vont nous mettre tous dans l'avion pour l'Afrique. Non mais il faut dire que peut-être qu'il y a un problème aussi de communication par rapport à votre parti ou des partis de droite, c'est qu'aujourd'hui dans nos communautés, n'est-ce pas, tout le monde pense, beaucoup de gens pensent par exemple tout ce qui est protection sociale, hein, tout ce qui est avantages sociaux, c'est l'apanage par exemple des partis traditionnels, des partis socialistes et consorts. Mais maintenant j'ai l'impression qu'il y a un problème de communication au niveau de vos partis, hein, pour pouvoir essayer de montrer de manière claire que voilà, ce n'est pas ça, c'est autre chose. Ça, c'est le travail que nous sommes en train de faire. Donc la NV est venue avec son programme électoral, le plan V, où on explique clairement que nous traversons une situation chaotique, une situation de crise, où la dette publique excède le prix intérieur brut. On ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. L'avenir de nos enfants est hypothéqué, donc il faut refondre le fonctionnement de l'État. Nous devons changer de style de vie. Et c'est le travail que je fais sur terrain. Bon, il faut dire que les gens sont habitués
à ce style de vie, ils sont habitués à ce type de conception et ils n'y réfléchissent même plus. Ça fait des décennies que les gens fonctionnent comme ça. Et leur apporter à notre discours, c'est là qu'ils font un bouleversement de leur monde. Ils ont l'impression que le ciel leur tombe dessus. Et je leur dis une chose, et je le répète encore ici présent, je dis que nous avons l'obligation, nous les politiques, qui prétendons défendre les intérêts de nos communautés, dans les formations politiques respectives dans lesquelles nous trouvons, que nous avons l'obligation de tirer nos communautés vers le haut. Parce que dire à notre communauté qu'attention, vous allez perdre le mangoya, attention, vous allez perdre ceci. Qu'est-ce qu'on peut bien construire dans une vie avec le mangoya? En tant que père, peut-on accéder à la propriété immobilière avec le mangoya? Nous avons l'une des communautés ici en Belgique qui regorge de beaucoup de qualifiés. On a beaucoup de diplômés universitaires dans notre communauté. Mais une communauté qui se trouve globalement dans la précarité. Oui, donc il y a un souci, on doit revoir à ce niveau-là. Okay. Et je vais peut-être finir par là. Et je tiens aussi à promouvoir l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat africain, et notamment congolais. Parce que nous voulons privilégier, récompenser l'effort, nous avons dit, et dans cette optique, nous voulons baisser les charges du travail pour donner un ballon d'oxygène aux entrepreneurs, à ceux qui osent, à ceux qui prennent des risques, il ne faut pas les décourager. Et puisqu'ils prennent des risques, ils créent la richesse. L'État ne crée pas la richesse. L'État n'a pour rôle que de créer les conditions. Mais comment expliquer, vous savez, chaque année en Belgique, il y a à peu près, en Wallonie, disons pour nous qui sommes un peu de la Wallonie, il y a 10 000 faillites qui se font chaque mois en Belgique. 10 000 faillites. Hein? Alors maintenant, c'est un peu le paradoxe. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes appelés à motiver nos jeunes, évidemment, à pouvoir avoir l'esprit d'entrepreneuriat, à créer de l'emploi, à créer de la richesse qui, évidemment, peut permettre d'améliorer la qualité de vie d'eux-mêmes et puis de leur environnement. Mais d'autre part, est-ce qu'il y a d'autres méthodes d'accompagnement de ces gens? Parce que quand même, chaque année, il y a 10 000 faillites d'entreprises. J'aimerais bien répondre à cette question. Il faut savoir d'abord que le système fiscal belge étrangle les entrepreneurs, ceux qui créent de l'emploi. Le système n'est pas favorable. Il faut aller dans d'autres pays. Des pays comme la Hollande, pas loin qu'ici. Donc c'est un pays où le système est très favorable. Mais en Belgique, et du fait d'ailleurs de la politique qui est mise en place par les partis traditionnels, où l'entrepreneur c'est quasi la vache à lait. Et la vache à lait, on la traite à un moment donné, la vache ne sait plus donner du lait, et c'est ce qui explique les faillites. Ça, c'est une première chose. Et je pense que nous devons le souligner, l'État a échoué dans sa mission principale de créer les conditions, comme l'a dit mon ami Laurent. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose que je souhaite dire, et ça, c'est important, je m'adresse d'ailleurs à notre communauté. Quand on parle du mangoya, c'est quoi le mangoya? Le mangoya, c'est le modèle social belge. Le modèle social belge n'est pas l'apanage ou le monopole d'un parti précis. C'est un fruit, le résultat d'un consensus de l'ensemble des forces vives, dans lesquelles d'ailleurs nous trouvons les partis politiques, les syndicats, les employeurs et aussi les travailleurs. Parce que la sécurité sociale, elle est financée par qui? Elle est financée par principalement le patronat, par les travailleurs, également l'État qui ajoute ce qui manque. Et donc, ce qui veut dire quoi? C'est que parler du mangoya, parler que si, par exemple, la NVA arrive au pouvoir, notre communauté ou les membres de notre communauté vont perdre ce genre d'avantages, il ne s'agit déjà pas des avantages, il s'agit d'un droit. C'est-à-dire la sécurité sociale, c'est un droit. Et ce droit-là, relève du modèle social. C'est le modèle social belge. Et quand on dit modèle social belge, ce n'est pas le PS, ce n'est pas le CDH, c'est l'ensemble des forces vives, comme je l'ai dit tantôt, dans lesquelles nous trouvons les syndicats, les travailleurs, les employeurs et l'État lui-même. Et donc je voulais insister là-dessus. Encore une fois, c'est un faux débat et les gens doivent aller aux vraies questions, déjà doivent poser des vrais problèmes au lieu de venir avec des sujets du style à un peu distraire la population, à distraire notre communauté. Notre communauté n'a pas besoin de cela. Notre communauté a besoin d'aller un peu plus haut, d'entreprendre, d'accéder à la propriété, d'offrir un enseignement de qualité à ses enfants. Et donc arrêtons de parler de ce mangoya qui finalement
paupérise et appauvrit notre population. Oui, nous vivons dans la précarité avec ce système d'aide sociale. Effectivement, je sens qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut vraiment échanger sur cette question-là. Il faudrait organiser finalement des conférences de manière à ce que les jeunes viennent et qu'ils puissent bénéficier de tout ce qui est information utile. Je voudrais qu'on puisse parler un peu du Congo. Hein, parce que je crois que ça c'est une question qui intéresse beaucoup votre électorat. Vous savez tous qu'en 2011, il y a eu des élections organisées en République démocratique du Congo et le monde entier sait que ces élections n'étaient pas crédibles. Il y a un rapport très exhaustif de l'Union européenne qui montre clairement la non-crédibilité de ces élections. Mais nous avons tous été surpris par le fait que la Belgique a soutenu cela. La Belgique continue à soutenir un pouvoir issu des élections chaotiques. Alors, nous aimerions quand même savoir plus ou moins quelle est, par rapport à cette question-là, par rapport à cette démarche, quelle est la position de la NVA et comment la NVA pense-t-elle dans l'avenir se comporter ou quelle politique pense-t-elle mener par rapport à la République démocratique du Congo dans les cas où elle vient aux affaires. Là, on va écouter Laurent Mutambai vite fait parce qu'il nous reste très peu de temps. Voilà. Ok, c'est une question sensible, je vais essayer d'être le plus concis possible là-dessus. Donc il faut savoir que quand le rapport du centre Carter est sorti et même le rapport de la mission européenne électorale sur nos élections, j'ai été au devant de la scène et j'ai fait des mémos là-dessus, j'ai publié là-dessus et nous avons harmonisé nos vues avec la NVA là-dessus. Donc pour mon parti il est clair, c'est qu'en premier lieu la démocratie doit être respectée, le droit de vote des peuples doit être respecté, la volonté de l'expression populaire, l'expression de la volonté populaire devrait être respectée. Et c'est pour cela que notre président Bart De Wever, déjà en 2012, décommandait au ministre belge des Affaires étrangères de se rendre au Congo pour participer, prendre part à la prestation de serment, parce qu'il estimait que ce déplacement représenterait ou signifierait un très mauvais signal à l'endroit de la démocratie pour le peuple congolais. Et dans plus ou moins le même contexte, le président, le gouvernement du Royaume de Belgique, par l'entremise de son Premier ministre, avait adressé une lettre de félicitations au président sortant congolais à l'époque, le président Joseph Kabila, et cela n'a pas été apprécié par la NVA qui a aussitôt réagi parce qu'elle estimait qu'il fallait respecter la position arrêtée à l'époque par l'Union européenne qui était une position d'observation. Et vous avez vu par la suite que la NVA n'a pas croisé les bras, que ce soit au Sénat ou que ce soit à la Chambre. Elle n'a jamais manqué l'occasion d'interpeller les responsables belges de la politique étrangère au Congo. Et dans cette optique, la NVA préconise une politique étrangère en Afrique et au Congo en particulier transparente. Et comment devrait-elle être transparente? C'est qu'au préalable, on devrait élaborer une note de politique étrangère qui servirait de fil conducteur dans les différentes actions, dans les différents échanges avec la République du Congo. La NVA veut continuer à soutenir financièrement le Congo, à aider le Congo à se développer. Et tout en considérant que le développement du Congo est d'abord l'œuvre des Congolaises et des Congolais eux-mêmes et de personnes d'autres. Elle veut donc soutenir cette action, apporter l'aide, mais pour marquer la différence avec le passé, c'est assortir cette aide financière des conditionnalités qui pourraient être suspensives ou voire définitives si les termes des références venaient à ne pas être respectés. Oui, Séva, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, donc tu as dit là tantôt, Damien, tu as dit que la Belgique soutient l'ordre institutionnel en place aujourd'hui au Congo. Ben, je vais devoir te corriger, ce n'est pas la Belgique qui soutient, ce sont les partis traditionnels qui soutiennent le système en place. Et donc là-dessus, Laurent l'a dit, la NVA a été le seul parti d'ailleurs à dire que les élections au Congo n'ont pas été transparentes et dont les résultats évidemment ne sont pas fiables. Alors moi je veux vous donner en tout cas une discussion que j'ai eue d'ailleurs avec Marie Arena du Parti Socialiste. Une fois au Parlement, nous nous sommes vus, on a parlé de cette question-là, mais qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit, circulez, il n'y a rien à voir, au Congo tout va bien, et d'ailleurs les élections, même s'il y a eu des problèmes, cela ne remettait pas en cause l'ordre d'arrivée. Bon voilà, ça c'est son point de vue. Et donc, il faut bien savoir que
en Belgique, ce n'est pas toute la Belgique qui soutient l'ordre au Congo, c'est que quelques partis, les partis traditionnels à savoir le mouvement réformateur, le PS avec son premier ministre, le CDH, y compris écolo, ne vous trompez pas, parce que nous avons écrit des courriers, nous sommes adressés à la vice-présidente du Parlement européen à l'époque qui était, et d'ailleurs aujourd'hui c'est qui encore, cette dame, Durand Isabelle. Donc nous lui avons écrit des courriers, elle n'a même pas répondu. Elle n'a même pas répondu, c'est une écolo. Et donc, il ne faut pas vous tromper. Qui sont les personnes qui soutiennent l'ordre institutionnel au Congo? Ce sont les partis traditionnels francophones avec leurs correspondants flamands. Et donc c'est ça la réalité. Et donc aujourd'hui, les Congolais doivent ouvrir les yeux et savoir comment agir de sorte à pouvoir, en 2016, éviter ce genre de situation. Donc il faut évidemment voter intelligent. Je l'ai dit d'ailleurs dans ma bannière publicitaire, je le dis, il faut voter en rapport avec vos aspirations de changement. Nous voulons le changement ici en Belgique, nous voulons également le changement au Congo. Et vous pensez qu'avec la NVA, on aura le changement déjà au niveau de la politique belge par rapport à la RD Congo? Je pense que c'est évident. Il est fort probable que Karl devienne, si la NVA va au gouvernement, il est fort probable que Karl devienne le prochain ministre des Affaires étrangères. Et je dois vous avouer que Karl connaît parfaitement la question congolaise. Et là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté pour lui. Il sait très bien ce qu'il a à faire. Il sait très bien, il a des données complètes sur ce qui s'est passé. Et donc il sait comment agir. Et nous lui faisons entièrement confiance. Nous discutons avec lui tous les jours. Et nous avons confiance en lui. Ok, alors on va terminer. Ce sera déjà avec une question pour te taquiner un peu. Je suis passé en diagonale un peu, parcourir ta page internet. J'ai vu qu'il y a un thème qui a attiré mon attention. J'ai vu la théorie de la révolution. Voilà, la théorie de la révolution, en parcourant un peu, j'ai vu qu'il y avait des images de Che Guevara. Alors je me suis dit, mais attends, la NVA, c'est vrai, c'est un parti aussi un peu révolutionnaire, parce que lorsque on veut diviser la Belgique, c'est des tendances très révolutionnaires, ou bien là, c'est un peu plus dans l'élan de cœur congolais qui veut qu'il y ait des choses qui changent dans ton pays d'origine. Ceux qui me connaissent savent déjà que je suis un vrai révolutionnaire dans l'âme, donc je sors, si vous voulez, de l'école où mon inspiration politique vient de gens comme le Malcolm X, le Che Guevara, et donc c'est des gens que j'ai beaucoup lus, donc je connais leurs écrits, en tout cas par cœur. Alors moi, pourquoi j'ai écrit cet article-là, et donc tout ce que vous avez vu sur mon site, ce sont mes articles à moi, il n'y a personne d'autre qui écrit avec moi, je suis le seul à les écrire. Donc je me suis dit, il faut un petit peu faire de la pédagogie par rapport à notre communauté. Notre communauté a fait des manifestations, on a marché pendant des mois et des mois. Et je me suis dit, faisons un peu de pédagogie, enseignons un peu à notre communauté la manière de mener une révolution. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai écrit cet article-là, qui s'inspire d'ailleurs des écrits de Che Guevara. Alors pour revenir à la NVA ne veut pas démolir la Belgique, la NVA ne veut pas mettre fin à la Belgique, la NVA cherche une évolution des structures étatiques de la Belgique, de sorte à les rendre moins complexes et beaucoup plus efficaces. Ça, c'est la réalité. Il faut qu'on arrête de mentir aux gens. Il n'y aura pas de révolution, il y aura une évolution des structures étatiques. Et donc, en fin de compte, cet article-là, pour finir, c'est un article qui me plaît beaucoup, qui parle un peu de la révolution, de la manière de mener une révolution, de l'état d'esprit d'un révolutionnaire, parce qu'un révolutionnaire, ce n'est pas seulement celui qui va prendre les armes, c'est celui aussi qui va travailler pour le changement mental et culturel, spirituel d'ailleurs, de sa communauté et de sa population. Voilà. J'ai vu un truc qui était intéressant, un pour tous, tous pour un. On va y revenir un jour. Voilà. Et Laurent, j'ai vu que tu as évolué aussi dans une dynamique assez vive de la diaspora, mais c'est une dynamique très politique. J'ai vu les forces vives de la diaspora, quelque chose comme ça, où tu as fait des déclarations, il y a eu des mémos et tout ça. J'ai vu que tu as quand même une certaine activité aussi assez présente par rapport à un activisme face à la problématique de la RD Congo. Ok, merci. Donc, effectivement, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup plus été actif en ce qui concerne la question congolaise. Et ce n'est que dans ce cadre-là que j'établissais des contacts avec les politiques belges, pratiquement de tous bords. Cela ne m'a pas empêché de prendre langue avec l'une ou l'autre force politique, peu importe son courant politique ou son courant idéologique. Et ça m'a permis de mieux comprendre le paysage et surtout les acteurs politiques belges. Et c'est riche de cette expérience et de cette compréhension
de la réalité politique belge que j'ai été amené à prendre la décision de renforcer les rangs de la NVA et notamment en prenant part active à ces élections. Et j'aimerais aussi ajouter deux éléments importants qui n'ont pas été évoqués tout au long de l'émission. C'est que quand le feu brûlait dans la communauté congolaise, nous avons été dans les rues, j'ai vu mes frères se faire bastonner, j'ai vu mes frères victimes des bavures, pour ne pas parler d'exactions policières. Il y a eu pression, nous avons été au Sénat, nous avons été en discuter, et souvent, seul malheureusement, le sénateur NVA Karl Van Lau était disponible pour recevoir la communauté congolaise et discuter de toutes ces questions. Et je me pose la question quand je vois ça, où étaient les autres pendant que notre communauté prenait feu? Et de nombreux de nos manifestants étaient arrêtés, j'étais dans les cellules et traités dans des conditions, dans des conditions ou circonstances parfois inhumaines. Où étaient ceux qui prétendent aimer la communauté congolaise en ce moment-là pour apporter leur secours et protection? Et je veux peut-être ajouter le dernier élément parce que je vois que nous sommes pris de court par le temps, c'est que en ce moment-là, quand la situation dérapait, et c'est lorsque, parce qu'il faut savoir que différents états-majors ici avaient dépêché, des partis politiques donc avaient dépêché des missions d'observation électorale au Congo. Et nous avions eu en son temps vent du retour de la commission, de la mission d'observation électorale du PS, revenant donc du Congo. On s'est dit ils ont le rapport de nos élections. Et du coup, on a mobilisé autour de moi des amis médecins, avocats. Il y avait un peu de tout. En tout cas, il n'y avait aucun voyou dans nos rangs. Et nous nous pointons tout bonnement et devant le siège du PS, on dit bon, c'est une action citoyenne. Nous sommes des électeurs, nous nous sommes conduits en ce moment-là, non pas comme des activistes, mais comme des citoyens belges qui s'adressent à leurs élus ou à l'administration de leur parti en se rend au PS, au siège du PS, et on demande à rencontrer une personne du parti compétente pour nous recevoir, car nous avions un mémo à remettre à la personne et discuter un peu du contenu des mémos qu'ils venaient de recevoir. Et visiblement, personne n'était disposé à nous recevoir. On nous dit une chose, c'est qu'ils sont tous au conclave portant sur la formation du gouvernement belge. On s'est dit, on leur a dit, mais vous n'allez pas quand même nous faire croire que le PS a délégué tous ses cadres à la négociation du gouvernement. Il y a au moins un administratif ici, il y a un secrétaire général ou son adjoint, ou un chargé des relations internationales qui peut nous recevoir, avec qui on peut avoir une conversation franche. Sur ce, ils nous font attendre dans la salle d'attente, et pendant que nous attendions, ils ont fait venir la police. À notre grande surprise, on voit surgir des policiers, une dizaine de policiers, venus en secours pour nous évacuer. On était surpris, les policiers étaient surpris tout autant, parce qu'ils nous posent la question, ils se rendent compte que ce n'étaient pas des voyous qui étaient là. Qu'est-ce qu'il y a? Nous brandissons nos cartes professionnelles, et qu'est-ce qui se passe? Bon, nous leur expliquons notre démarche, ils comprennent, embarrassés, ils nous disent, bon ben, réduisez quand même l'effectif à 3 ou 4, on va essayer de trouver une solution. Et c'est ainsi que l'effectif réduit à 3 ou 4, et à la tête de laquelle je me trouvais, nous avons quand même été reçus par quelqu'un qui visiblement n'a servi que de réceptionniste de notre mémo, et nous sommes partis le cœur déchiré, parce qu'on s'est dit, comment est-ce qu'un parti qui prétend aimer notre communauté, défendre nos intérêts, qui a au cœur de sa démarche la défense des faibles, peut ainsi traiter des membres de notre communauté? Okay. Ça donne plus ou moins l'image de ce parti. Ok, ça c'est bien compris. Nous allons terminer. Normalement, je devais encore poser une question en rapport avec l'aide financière, parce que Laurent, tu as évoqué, tu as parlé de la NVA qui allait faciliter un peu l'aide financière de manière convenable au Congo. La question que moi j'allais poser, est-ce que le Congo a besoin de l'aide financière? Mais c'est une question qui est très technique. Je crois d'ailleurs qu'on aura eu l'occasion de parler que de ça. Exactement. Comme on est à la fin, je voudrais plutôt vous demander à chacun de dire un dernier mot et puis voilà, de lancer un mot à vos électeurs. C'est bon? Naturellement, et d'ailleurs je pense que je suis de cet avis, le Congo n'a pas besoin de l'aide financière, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Nous avons besoin d'un système qui nous permet de profiter de ce qu'on appelle un échange de technologie, un échange de compétences, un échange d'expertise. Nous sommes capables, nous sommes compétents. Les Congolais peuvent faire de grandes choses pour leur pays. Il suffit juste que le contexte soit favorable et que les moyens leur parviennent. Ça, c'est une chose. Alors, qu'est-ce que je vais demander pour terminer à notre communauté? Donc, notre communauté a demandé le changement dans les rues de Bruxelles, d'Anvers, de Leuven, un peu partout. Maintenant, je vous demande de poser le geste qui confirme ce que vous avez demandé pendant les manifestations. Vous avez voulu le changement. Maintenant, nous vous proposons ce changement. Et nous attendons voir si vous allez être cohérent et si vous allez être constant.
Ok, merci Seva. Laurent, à toi. Oui, je vais juste revenir un tout petit peu, mais ce ne sera pas long. Juste une phrase par rapport à l'aide financière. Ce qu'il faut savoir, c'est que la NVA s'inscrit dans une logique de partenariat win-win avec le Congo. Gagnant-gagnant. Voilà. Ouais. Donc la NVA veut sortir de la logique de la main tendue. La NVA, en termes généraux, veut aider les Congolais à apprendre à pêcher et non pas maintenir les Congolais ou le Congo dans une situation de dépendance où on lui apportera du poisson. Et pour revenir sur le moment de la fin, je demanderai simplement aux différentes électrices et aux différents électeurs de réfléchir sur les problèmes de la communauté, de voir comment la communauté a été traitée par nos amis traditionnels, par nos partenaires traditionnels. Ça reste des partenaires. Nous ne nous inscrivons pas dans la logique de la campagne de diabolisation parce que nous estimons que nous sommes en politique et nous devons mener un combat loyal basé sur des arguments. Et nous disons à notre communauté, j'ai dit notamment à ma communauté, de réfléchir par elle-même, de faire ses choix par elle-même en fonction de nos problèmes. Ne laissez pas les autres décider, réfléchir et choisir à notre place. Parce que si on laisse les autres décider, réfléchir et choisir à notre place, ils le feront en fonction de nos intérêts. Et n'oublions pas qu'il est présent que nous soyons dans les différents rouages où se prennent les décisions qui nous concernent. Et pour cela, voter intelligent ou voter utile, c'est voter la NVA et les candidats NVA qui sont en face de vous aujourd'hui. Ok, merci Seva Dimbéché, merci Laurent Mutambaï d'avoir répondu à notre invitation. Nous voulons aussi remercier nos téléspectateurs, en tout cas, je crois qu'ils ont vraiment trouvé du plaisir à tout ce que vous avez donné comme information et nous donnerons, si vous pouvez bien retrouver en tout cas des références en rapport avec Seva Dimbéché et Laurent Mutambaï sur internet pour essayer d'entrer en contact avec eux, pour essayer de voir dans quelle mesure évidemment aussi les soutenir. Nous voulons remercier EDTV et particulièrement Rich Tempête, Richard Compaille, le General Manager. En tout cas, merci, à très bientôt.